Un vieil homme, bloqué chez lui et affamé. Les pompiers accourent aussitôt. Ce qu'ils vont découvrir dans l'appartement ce jour-là les laisse sans voix. Et là, on a eu d'énormes difficultés à rentrer puisqu'on n'avait que 40 cm pour passer. L'appartement est dans un état effroyable. Domingo Sierro vit au milieu de ces montagnes de cartons et de déchets, entassés parfois jusqu'au plafond. Le petit 3 pièces est d'une saleté repoussante. Mais c'est en entrant dans l'une des chambres que les pompiers vont faire une découverte terrifiante. Un corps sans vie est enseveli sous les déchets. Ce que j'ai vu chez les Sierro, ça dépasse l'entendement. Quel terrible secret cache le vieil homme sur le point de mourir de faim? Ce que j'ai jamais eu en 35 ans de police, c'est le vieux monsieur qui appelle à l'aide en disant j'ai faim. Ça alors, c'est un truc que j'ai jamais vu. Quel drame effroyable s'est donc noué dans ce petit appartement du centre-ville d'Agen? Comment expliquer cet épouvantable amoncellement d'ordures? C'est après plusieurs jours d'enquête que les policiers vont découvrir l'incroyable vérité sur ce fait divers hors du commun. À peine remis de ce qu'ils viennent de découvrir, les enquêteurs lancent aussitôt leurs investigations auprès des voisins du vieil homme. Un retraité de 83 ans, dans un état catastrophique. Les pompiers le conduisent aussitôt vers l'hôpital d'Agen. Cette personne très âgée était complètement hagard, déconnectée de la réalité. Sa seule préoccupation, c'était de prendre son repas. Mais il ne faisait pas du tout attention à tout ce qui se passait autour de lui. Ça se voyait qu'il était décédé depuis un petit moment, mais il n'était pas en putréfaction avancée, donc pas d'odeur, pas de parasites autour de lui, mais il avançait une couleur qui ne laissait aucun doute. Un cadavre sur lequel les enquêteurs vont rapidement mettre un nom, grâce au témoignage des voisins. Il s'agit d'Eugène Sierro, le fils du vieil homme. Âgé de 52 ans, il vivait dans l'appartement avec son père, mais aussi sa mère, Ambrosia, une mère introuvable. Eugène Sierro est-il mort assassiné? Quel drame s'est joué entre les 3 locataires de l'appartement? Comme dans chaque cas de mort suspecte, les policiers décident de faire autopsier le corps. Et en attendant les résultats, ils vont tenter d'en savoir plus sur cette famille d'une discrétion quasi maladive, selon leurs voisins. On les entendait pas. Ils rentraient, s'enfermaient. Ils sortaient et partaient en courant presque. Et on les voyait pas du tout. Le fils non plus, je me souviens pas du tout l'avoir croisé. Puis les volets étaient tout le temps fermés, c'est la première fois que les volets étaient ouverts. Sinon, on pensait vraiment que l'appartement était désertique, qu'il n'y avait personne. Au gré des confidences, les policiers en apprennent un peu plus sur cette famille d'immigrés espagnols qui, malgré leur installation sur Agen, il y a une quinzaine d'années, parlaient à peine le français. Mais pourquoi rester ainsi enfermés sans parler à personne, dans des conditions abominables? Les Sierro avaient-ils peur de quelqu'un? Est-ce qu'on connaissait des ennemis à cette famille? Pas à ma connaissance. On n'est pas dans un bas quartier, on n'est pas... c'est assez difficile à imaginer, assez difficile à concevoir. Ouais. Le fils est mort à seulement 52 ans, à l'insu de tout le monde et dans des conditions sordides. Les policiers vont alors explorer une première hypothèse. Quelqu'un a-t-il pu forcer la famille Sierro à vivre dans ce terrible isolement? Mais alors, qui a pu soumettre la famille à une telle épreuve? Agen, c'est une ville, il y a évidemment des problèmes de criminalité. Alors Agen, c'est pas Chicago, bien sûr. Nous avons d'abord beaucoup de logements sociaux, beaucoup d'occupations sauvages, ça existe. Il y a des squatteurs, il y a des gens de passage. Les soupçons des enquêteurs se portent immédiatement sur cette communauté bien connue des services de police. Des squatteurs qui traînent avec leurs chiens en plein centre-ville, tout près de l'immeuble de la famille Sierro. S'il y a eu abus de faiblesse, était-ce pour profiter des éventuels revenus de cette famille? Vraisemblablement, et le père et la mère, en tant que retraités, devaient toucher au moins les minimums sociaux. Et leur fils lui-même avait, je crois, une activité professionnelle.
Des revenus modestes, mais aucune trace de détournement pour autant. Vérification faite, la famille n'avait aucun problème d'impayé ou de fin de mois difficile. Par exemple, leur loyer était payé normalement, il n'y avait pas de difficulté de cet ordre-là. Pour les policiers, l'argent n'est pas la clé de ce terrible fait divers. Écarter, donc, la piste d'un squatteur. Ils vont dès lors échafauder un deuxième scénario. Le drame familial. Car depuis leur découverte macabre, un personnage central reste désespérément introuvable. Ce soir-là, on avait un problème majeur. C'est-à-dire qu'on savait que le vieux monsieur qui est à l'origine de l'intervention était à l'hôpital. Le fils, malheureusement, de 52 ans, était décédé, mais il manquait la maman. La question était, est-ce que la dame ne serait pas sous les décombres? C'est quand même parfaitement plausible. Hein. Donc on l'a quand même cherché un bon petit moment et on ne l'a pas trouvé. L'absence d'Ambrosia Sierro éveille fortement les soupçons des enquêteurs. Est-ce ce huis clos familial qui a donné lieu à un coup de folie meurtrier? Plus que jamais, les questions restent en suspens. À ce moment-là, on ne sait rien de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une mort naturelle? Est-ce qu'il y a un crime de sang? Où est la mère? Bon, voilà. On est dans une situation de grande inconnue. Mais après avoir fait le tour des commissariats et des hôpitaux de la région, les enquêteurs obtiennent la réponse à toutes leurs questions. En réalité, Ambrosia Sierro est hospitalisée depuis des semaines dans un établissement de la région. La mère de la victime est définitivement exclue de la liste des suspects. Pour autant, le commissaire Nadal n'abandonne pas la piste criminelle. Car il le sent, cette affaire est totalement hors norme. C'est le principe de base. On ne doit jamais exclure la piste criminelle. Et on ne doit jamais passer à côté d'un crime qui aurait été maquillé, soit en mort naturelle, soit ça arrive sur les suicides. On ne doit jamais. Le bon policier est celui qui doute. On est entré dans l'appartement, que Domingo Sierro nous a ouvert la porte. On est tombé sur un vieux monsieur extrêmement déstabilisé, très fragilisé. Mais rien ne permettait d'exclure a priori qu'il n'aurait pas eu sur un coup de sang un geste fatal pour son fils. Seulement, une information va brusquement remettre en cause le scénario des enquêteurs. Eugène Sierro, le fils, n'a pas du tout été la victime d'un meurtre. Le médecin, après l'autopsie, vous dit que c'est une mort naturelle. Parce que le médecin a ouvert le corps, a examiné et trouve ça. Ce sont des faits. Le fait est là, c'est une mort naturelle. Selon le rapport d'autopsie, Eugène Sierro est décédé des suites d'une embolie. Un caillot de sang aurait obstrué son artère pulmonaire. Les policiers s'interrogent, son décès serait-il lié aux conditions sordides dans lesquelles vivaient les deux vieillards et leur fils? Vous n'êtes pas dans une chambre au Ritz, dans laquelle un type bien habillé est mort tranquillement sur le lit impeccable. C'est pas ça. Or justement, c'est le témoignage d'une voisine qui va relancer l'enquête. Certes, les Sierro vivaient reclus, pourtant il leur arrivait de sortir pour une raison étrange. Je les voyais partir le soir, vers 19h. Ils allaient, on m'a dit qu'ils allaient ramasser les saletés que les gens jetaient au marché. Voilà. Les parents avaient l'habitude de se promener dans la ville et d'arpenter les rues et de récupérer un certain nombre de choses. Les enquêteurs sont stupéfaits. Cette famille sans histoire aurait donc volontairement entassé tous ces déchets dans son appartement. Un amoncellement presque frénétique. Les cartons et autres déchets collectés dans la ville obstruaient leur propre espace vital. On marchait carrément sur l'amoncellement d'objets récupérés. Il y avait juste un tout petit passage pour aller aux toilettes. Je ne vous décris pas l'état des toilettes. Le volume est tel qu'il n'y a quasiment plus d'espace disponible. Au courant de l'affaire, un agent des services sociaux de la ville va alors apporter un élément déterminant aux enquêteurs. 4 ans plus tôt, à l'occasion d'une simple fuite d'eau, des agents municipaux avaient découvert l'appartement des Sierro dans le même état. Ils l'avaient alors vidé de tous ses détritus. Donc il y a déjà eu un premier signalement. Mais là, manifestement, on n'est pas sur un problème social. On est sur un problème médical, et voire même psychiatrique. On sort d'un problème social. Hein.
Car malgré le nettoyage de fond en comble de leur appartement il y a 4 ans, la famille Siero avait de toute évidence repris de plus belle ses mauvaises habitudes. Mais alors, quelle maladie pourrait bien expliquer cette incroyable affaire? C'est alors qu'un journaliste informé de l'enquête va avancer une hypothèse dans l'un de ses articles. Une piste qui va mettre la puce à l'oreille des policiers, car elle colle en tout point à leur constatation. La famille Siero souffrirait d'un mal étonnant. Le syndrome de Diogène. C'est la presse locale qui m'a parlé de ce syndrome de Diogène, et en m'expliquant un petit peu grossièrement. Et en toute objectivité, je ne connaissais pas le terme. Le syndrome de Diogène, qui doit son nom à Diogène de Sinope. Ce philosophe de la Grèce antique devenu célèbre car il avait choisi de vivre comme un clochard, reclus dans une jarre. Un syndrome découvert en 1975 par ces 2 psychiatres, Clark et Mankicar. Diogène, un trouble du comportement causé par un sentiment de solitude extrême, après un décès par exemple, et qui pousse des personnes âgées, mais aussi des jeunes, à se retrancher du monde pour se rassurer face à une peur panique de l'avenir. Ils ont un rapport très pathologique aux objets. C'est-à-dire que les objets n'ont pas la même importance que pour vous et moi. Ils peuvent soit les accumuler, soit en avoir aucun. Ils ont un rapport très pathologique à leur corps. Alors souvent, c'est des gens qui ne se lavent pas, mais ça dépasse bien le problème d'hygiène. C'est-à-dire que pour eux, pareil, le corps n'existe pas. Et puis, ils ont un rapport pathologique aux gens. Ils ont tendance à considérer que le monde est un peu hostile et les gens sont un peu hostiles et ils entretiennent très peu de relations. Du coup, ils sont reclus, un peu comme des ermites. Un syndrome qui peut frapper les plus modestes comme les Siero, mais pas seulement. Certains cas sont même devenus célèbres dans l'histoire, comme celui des frères Collier. En mars 1947, la police new-yorkaise investit l'immense appartement de ces 2 frères richissimes, d'une 60aine d'années. Les agents découvrent alors un étage entier rempli de 130 tonnes de déchets accumulés au fil des années. Les 2 frères Collier ont même creusé des galeries dans ces montagnes de détritus pour pouvoir circuler. Leurs corps seront d'ailleurs retrouvés sous l'une d'elles qui s'est effondrée. En certains endroits, la masse de détritus atteint plus de 2 mètres de haut. Mais le cas le plus célèbre reste celui du mythique Howard Hughes. L'une des plus grandes fortunes d'Amérique. Un milliardaire original qui va devenir l'un des plus grands aviateurs de son temps, l'un des plus grands producteurs d'Hollywood aussi. À son palmarès, de nombreuses conquêtes parmi les plus belles actrices. Elizabeth Taylor, Rita Hayworth ou encore Katharine Hepburn. Un destin hors du commun, avant une descente aux enfers. À 63 ans, Howard Hughes s'enferme dans une chambre d'hôtel dont il ne ressortira jamais plus. Son corps y sera découvert 7 ans plus tard. Le milliardaire clochard ne pesait plus que 40 kilos. Richissimes ou modestes, les victimes du syndrome de Diogène présentent pourtant quelques points communs avant de sombrer. Les familles nous disent que c'était des gens un petit peu particuliers avant d'être malades. Pour ceux qui deviennent malades un peu tard dans leur vie, qui présentent un syndrome de Diogène un petit peu tardif, les gens, quand on interroge la famille, nous disent qu'il était pas très sociable, il était un peu spécial dans son contact, un peu sec, il mettait un peu les gens dehors, il n'aimait pas qu'on vienne chez lui. Ça, on entend ça souvent. Pour les enquêteurs, plus aucun doute. Une nouvelle fois, le syndrome de Diogène a conduit au drame. Dans l'affaire Siero, les policiers s'expliquent enfin pourquoi le fils est mort à seulement 52 ans, d'un caillot de sang dans les artères. Une chose est certaine, c'est que dans le cas que vous relatez, d'après ce que j'ai compris, il est mort d'embolie pulmonaire, et ça, c'est en lien avec le syndrome de Diogène. Donc, effectivement, le fait de rester reclus chez lui, peut-être ça a favorisé un caillot dans la jambe, et que pour une raison que je ne connais pas, il a bougé, il s'est mis à marcher, et que donc ce caillot a migré et a causé une embolie pulmonaire. À la lumière de cette révélation, les enquêteurs imaginent alors aisément les circonstances qui ont mené à ce 21 janvier 2012.
Domingo Sierro, 83 ans, appelle à l'aide ce jour-là car il meurt effectivement de faim. Sa femme Ambrosia est hospitalisée depuis plusieurs semaines et le cadavre de son fils gît à quelques mètres sans qu'il n'en ait réellement conscience. Enfermé dans son syndrome et incapable de sortir, il n'a plus rien à manger depuis des jours. Un enchaînement tragique, les voisins n'ont rien soupçonné. L'immeuble dans lequel ils étaient est un immeuble tellement banal, tellement peu caractéristique, tellement normal, qu'il était difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose d'extraordinaire à cet endroit-là. Si il n'y avait pas eu la fin dramatique pour le fils Sierro, je pense qu'aujourd'hui encore, à 150 mètres d'ici, on aurait une famille là qui continuerait d'accumuler des choses dans l'indifférence générale, et on ne le saurait pas. Depuis cette affaire, pris en charge, Domingo et Ambrosia couleraient désormais des jours tranquilles dans une maison de retraite. D'après les rares études effectuées sur le sujet, le syndrome de Diogène toucherait plus de 15 000 personnes en France.